Marine Le Pen, présidente du Front National, et ce soir l'invitée de Réunion Première. Bonsoir Madame Bonsoir. Le Pen. Dans un instant, nous allons évidemment évoquer votre programme pour la France et donc nos territoires. D'abord, une réaction à cette actualité politique. La victoire de François Fillon vous a-t-elle étonné et va-t-elle changer votre stratégie ? Étonné, pas vraiment, parce que je crois que beaucoup des électeurs de la droite et du centre ne voulaient plus ni de Nicolas Sarkozy, ni en l'occurrence d'Alain Juppé. Mais beaucoup ont voté pour M. Fillon sans connaître son projet. Or, son projet, ils vont le découvrir et ils vont s'apercevoir qu'il s'agit de la casse sociale la plus épouvantable qui existe, qui a été proposée depuis la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ça n'est pas tant moi qui le dis que M. Guénaud, qui était un ancien ami de M. Fillon. Et je vais vous dire, l'austérité massive, la disparition de la sécurité sociale, la suppression de 500 000 fonctionnaires, vous savez qui en seront les premières victimes ? L'outre-mer et la ruralité. Voilà. Et nous allons voir si c'est cela la conséquence qui va être celle du projet économique et social de M. Fillon, sans compter, permettez-moi de rappeler quand même à ceux qui nous écoutent qu'il a été 5 ans Premier ministre et que dans des domaines comme la sécurité ou l'immigration, il n'a strictement rien fait pour changer une politique qui a mené la France dans un état d'insécurité et objectivement de submersion migratoire très lourde et très grave. Et Marine Le Pen, dans un instant, nous allons voir ce que vous proposez pour la France et les Outre-mer. Imaginons que vous ne soyez pas au second tour de la présidentielle en 2017 entre François Fillon, désormais investi, et un candidat de la gauche. Pour qui appelleriez-vous à voter, Madame Le Pen ? Mais écoutez, pour aucun, pour une raison très simple, c'est que moi, je veux être présidente de la République française libre et souveraine. Je veux que ce soit le peuple qui prenne les décisions. Or aujourd'hui, tout cela, en réalité, se soumet aux diktats de l'Union européenne. Ils acceptent tous d'arracher au peuple français ses libertés de choix pour les transférer à des technocrates. Donc ils ne sont pas en fait candidats à la présidentielle, ils sont candidats à être gouverneurs de province sur les instructions de Madame Merkel. Ça n'est pas la vision que j'ai et par conséquent, je serai amené à voter ni pour l'un ni pour l'autre. Mais permettez-moi de garder quand même non seulement l'espoir d'être au second tour, mais surtout l'espoir de gagner cette présidentielle parce que la France est à la croisée des chemins et le choix qu'elle fera d'ici quelques mois est un choix qui l'emportera pour probablement des décennies. Alors ça va peut-être vous rassurer, nous allons envisager l'autre scénario, un scénario avec vous au second tour dans quelques minutes. D'abord toujours sur fond de présidentielle et de primaire, à gauche cette fois nous allons voir ces images. Il y a actuellement des tensions au sein du gouvernement. Manuel Valls a avoué hier dans un entretien au Journal du Dimanche qu'il pourrait se présenter à la primaire de la gauche contre le président de la République, affirmant qu'il se préparait et était prêt face à face. Depuis, on l'a vu, Emmanuel Macron ou encore Arnaud Montebourg demandent la démission du Premier ministre. Christiane Taubira évoque des fidélités dépassées. Marine Le Pen, faites-vous de ceux qui pensent aujourd'hui que Manuel Valls devrait démissionner? C'est la guerre des égos. Les premiers ministres se sentent pousser des ailes, en réalité. Ils oublient un peu trop vite qu'il porte une responsabilité. Et M. Valls, il porte la responsabilité de l'échec de François Hollande, de la même manière que M. Fillon porte la responsabilité de l'échec de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il devrait démissionner? Ils ne peuvent pas se libérer ainsi, si vous voulez, de leurs responsabilités. Ils vont avoir une primaire, ils vont faire comme les autres, ils vont se taper dessus, et en réalité, probablement, eh bien, ce sera la continuité, en réalité, dans le projet que nous subissons déjà depuis 5 ans. Alors, restez avec nous, s'il vous plaît, Madame Le Pen. Nous allons donc voir ce que vous êtes venu proposer aux Réunionnais, aux planteurs notamment, agriculteurs que vous avez rencontrés cet après-midi. C'était du côté de la plaine des Cafres. Pour eux, la menace, c'est la fin des quotas sucriers. Alors, que leur avez-vous dit? Qu'avez-vous à leur proposer? Nous voyons cela avec Stephen Repeaters et Rodolphe Ozanne. L'horizon est bien bouché pour les agriculteurs comme Jean-Hugues. Chapeau de champ vissé sur la tête. Retraite, importations qui prennent le pas sur la production locale. La concurrence étrangère est rude, surtout si l'État en profite aussi. L'ail qui arrive de Chine, la tomate ou l'oignon de Madagascar ou d'Inde, etc. sont autant d'entrées d'argent en douane ou en octroi de mer. Aujourd'hui, le militant a reçu Marine Le Pen chez lui et lui fait part de ses difficultés. Pour lui, la présidente de son parti répond aux inquiétudes qui sont les siennes. Il nous arrive
arrive d'être payé 3 centimes un kilo de choux et 20 centimes un kilo de pommes de terre. Et quand on voit le prix de ces légumes sur les étalages, eh bien, on se dit que c'est du vol. On est livré à des changements de normes ou de directives qui peuvent vous mettre à plat une exploitation le temps que le fonctionnaire européen ait signé, et de surcroît avec des prévisions de retraite qui sont complètement dérisoires. Elle connaît les problèmes d'agriculture, elle est à l'écoute et en plus elle a des solutions qui correspondent exactement à ce qu'on attend d'un candidat aux élections présidentielles, puisque jusqu'à présent on est dans un système qui détruit l'agriculture, qui détruit les petits planteurs, et je crois que c'est important d'avoir une femme comme elle qui prend en compte nos difficultés et qui a les solutions qui correspondent exactement à ce qu'on attend. Le temps passe vite et c'est déjà l'heure de partir. Comme Jean-Hugues va au rendez-vous que sa présidente lui a donné ce soir. On est pressé par le temps, c'est toujours comme ça. Il a préparé son chapeau de ville. Et on sera également pressé par le temps sur ce plateau. Que pèse aujourd'hui le Front National à La Réunion? C'est le plus du 19h pour répondre à cette question. Et je me tourne vers vous, Jean-Marc Collienne. Bonsoir. Que pèse aujourd'hui le FN à La Réunion, Jean-Marc? Le Front National, Valérie, a toujours enregistré des scores plus faibles à La Réunion que dans l'Hexagone. Pourtant, le journal de Lille le rappelait hier, le premier député Front National de France était un Réunionnais, Jean Fontaine, maire de Saint-Louis de 1977 à 1983. Il n'avait pas été élu sous l'étiquette Front National, mais il avait ensuite rejoint le parti de Jean-Marie Le Pen et il a siégé effectivement comme député Front National de 1984 à 1986. Alors ceci dit, un constat, Jean-Marc, jusqu'en 2012, le Front National a toujours enregistré des scores plutôt faibles à La Réunion. Oui, on le voit bien, en tout cas quand on regarde les résultats des élections présidentielles ces dernières années. Pendant plus de 30 ans, Jean-Marie Le Pen n'a jamais réussi à dépasser les 5% à La Réunion. Même lorsqu'il s'est qualifié en 2002 pour le second tour face à Jacques Chirac, il n'avait recueilli à l'époque que 3,8% à La Réunion. Mais lors de la présidentielle de 2012, c'est vraiment là que le Front National décolle à La Réunion. Marine Le Pen double le score de son père. Elle arrive 3e avec 10,3% des suffrages derrière François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et elle frôle cette année-là les 14% à la plaine des Palmistes et à Saint-Louis. Et le Front National qui poursuit sa percée en 2014 avec, là encore, des résultats en amélioration. C'était lors des dernières élections européennes? Élection européenne 2014, c'est le meilleur score à ce jour du Front National à La Réunion, près de 13% pour la liste emmenée par Marie-Luce Brasier. Lors de ces élections européennes de 2014, le Front National a même dépassé les 20% à Saint-Philippe. Mais là encore, on est loin des scores enregistrés au niveau national, puisque les européennes de 2014, c'est là le premier scrutin où le Front National devient le premier parti de France, avec près de 25% des suffrages. Et ce qu'on constate surtout, Jean-Marc, c'est que le Front National a beaucoup de mal à confirmer ses bons résultats dans les scrutins locaux. Oui, jusqu'ici, il n'a pas réussi à s'imposer au niveau local. Après les 10% de Marine Le Pen à la présidentielle de 2012, les candidats Front National présents aux législatives ne dépassent pas les 3%. Lors des dernières municipales en 2014, le parti de Marine Le Pen n'est présent que dans 5 communes et ne franchit dans aucune la barre des 5%. Et surtout, lors des dernières élections régionales au mois de décembre, la liste de Joseph Grondin recueille seulement 2,39% des suffrages, un des plus mauvais scores du Front National parmi toutes les régions de France, alors qu'il frôle, on le voit, les 28% au niveau national et qu'il dépasse les 40% dans certaines régions comme le Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci Jean-Marc pour cet éclairage. La présidente du Front National a écouté avec une certaine attention votre décryptage que nos téléspectateurs peuvent retrouver tous les jours sur notre application. La première, Marine Le Pen, je vous le disais, qui est notre invitée ce soir, la chef de file du FN, aux côtés d'André Tianakoun. Ce matin, le maire du Tampon serait le seul à avoir accepté de rencontrer la candidate Bleu Marine. Quel était l'objet de cette rencontre? Eh bien, écoutez la réponse d'André Tianakoun. Le conseil municipal de la majorité a décidé de recevoir tous les candidats, quelles que soient leurs opinions, et que nous les recevrons pour profiter d'un débat qui doit faire valoir les difficultés de la population. Et moi, j'assume ce jeu démocratique et je veux que la liberté d'expression dans notre pays s'adresse à tous. Marine Le Pen, on vient de vous voir aux côtés d'André Tianakoun. Ce lundi, vous avez aussi rencontré Ibrahim Patel, président fraîchement réélu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie. Sur quoi ces échanges pourraient déboucher ?
Ces échanges ne font que confirmer l'analyse que nous faisons, à savoir que la Réunion, comme beaucoup d'autres territoires d'outre-mer, subissent pour beaucoup des difficultés qui sont communes à la métropole, et notamment la mise en concurrence avec des productions qui sont extrêmement déloyales, parce que les coûts de ces productions sont très inférieurs aux nôtres. Donc moi je suis venu porter mon idée de patriotisme économique, mais je suis aussi venu porter une grande vision stratégique pour l'outre-mer. Je pense que l'outre-mer ne peut pas être seulement envisagé comme étant un passif. Je crois que c'est un actif fondamental pour le XXIe siècle. La France tirera au XXIe siècle sa puissance de son domaine maritime. Or, ce domaine maritime, il est en jachère. Il n'a jamais été regardé, analysé et encore moins investi par les différents gouvernements. L'outre-mer est notre porte d'entrée sur l'économie du monde. Il faut donc investir massivement dans cette politique stratégique de la mer et faire de l'outre-mer les piliers de la puissance française dans le monde sur ces sujets de la mer qui sont très divers. Nous allons voir s'il y a un chiffrage, s'il y a un programme détaillé derrière ces idées. Nous plantons le décor et on l'aura compris, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Vous êtes donc venue présenter votre programme aux Réunionnais. Ce soir, sur ce plateau, pour détailler votre programme, nous allons vous accorder 10 minutes pour nous expliquer ce que vous imaginez pour la France et la Réunion. Les attentes sont nombreuses, Madame Le Pen. Cette première réaction pour bien vous en rendre compte. Je pense qu'il faut amener des nouvelles idées, des idées jeunes, des idées dynamiques, des idées un peu percutantes. Et je pense que les politiques actuelles sont trop lissées. Donc je ne sais pas si c'est par rapport au lobby, etc. Mais il faut devenir un petit peu plus percutant, je pense. Et on a eu l'exemple aux États-Unis avec une politique un peu plus punch. Donc je pense que c'est ce qu'il faut à la France. Voilà donc la parole d'un jeune Réunionnais, parole recueillie ce matin. Principale préoccupation des Français et particulièrement des Réunionnais, surtout des jeunes Réunionnais, Madame Le Pen, l'emploi. Comment comptez-vous faire pour lutter contre le chômage, taux de chômage record dans nos territoires? Justement, Madame, en donnant cette impulsion, en disant aux jeunes Réunionnais, nous allons vous apporter des investissements pour une politique stratégique dans les métiers de la mer qui vont faire de vous les chefs de file de cette politique. L'économie de la mer. Vous ouvrez des écoles, vous créez des instituts. Mais bien sûr. Vous ouvrez des écoles. Combien d'écoles? Mais bien sûr, nous allons évidemment ouvrir des écoles qui vont correspondre, et de formation d'ailleurs, et des universités qui vont correspondre à ces métiers de la mer que nous voulons investir. C'est pas seulement la pêche, la mer. C'est pas seulement les ressources halieutiques. C'est les nanotechnologies. Ce sont les nouvelles énergies. C'est la désalinisation de l'eau. Ce sont les études aujourd'hui technologiques qui permettent de découvrir que avec des algues, on peut faire de la nourriture pour le bétail. Ce sont, si vous voulez, des capacités et des possibilités en termes d'innovation qui sont les tout à fait spectaculaires. Mais vous savez, les financements, c'est une question de choix. Les gouvernements qui se sont succédés, ils ont trouvé 1 milliard pour l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la prise en charge de la santé des clandestins. On nous dit qu'il n'y a pas de logement, pardon. Ce sont les chiffres. Non mais pardon, on nous dit qu'il n'y a pas de logement pour les sans-abri et pour les pauvres dans notre pays. En claquant des doigts, ils en ont trouvé 70 000 pour pouvoir accueillir les migrants à qui ils ont ouvert la porte. Vous savez, c'est un problème de choix, la politique, et de volonté. Moi, je crois encore une fois que ce que je propose est quelque chose qui, non seulement va créer des emplois, mais va permettre encore une fois d'être le socle de la puissance de demain de la France. C'est ça le XXIe siècle. C'est de partir à la conquête de ces nouveaux marchés. Et pour partir à la conquête de ces nouveaux marchés, Madame Le Pen, vous proposez un grand ministère de la mer et des Outre-mer. Alors, c'est un ministère de plein exercice. Avec quel budget? Comparable au budget de quel autre ministère, par exemple? Mais nous verrons ça, Madame. Permettez-moi. Vous n'avez pas chiffré pour l'instant. Mais non, mais on ne peut pas chiffrer un ministère. C'est une politique qu'on chiffre. On ne chiffre pas un ministère. Ça n'a pas de sens. On chiffre la politique que l'on veut mettre en œuvre. Lorsque le général de Gaulle, Marine Le Pen, on prévoit quand même un budget. Non, mais Madame, quand le général de Gaulle s'engage dans le nucléaire, c'est pas une succession de chiffres, c'est une vision qu'il porte. Et il avait raison. Quand nous décidons de nous lancer dans l'aérospatial, si vous voulez, et de partir sur des planètes, on ne fait pas des chiffrages, on lance une grande politique. Moi, je vous dis, nous avons le 2e domaine maritime du monde, peut-être d'ailleurs le premier parce qu'il y a encore des négociations. Cela fait de la France une puissance maritime. Elle ne l'a jamais été, parce que la mer n'a jamais intéressé personne. Eh bien, il se trouve
trouve que la France avait des présidents terriens. Ça change. Moi, je propose aux Français de se choisir une présidente marine. C'est-à-dire quelqu'un qui a cette vision du potentiel que nous pouvons avoir et dans lequel l'outre-mer, par définition, va avoir un rôle essentiel. Ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire aussi que... de chômage chez les jeunes, oui, vous Madame avez raison. Le Pen. Mais ça veut dire aussi... Grâce à ces ambitions, grâce à cette grande politique que vous entendez mener, vous ramenez à combien ce chiffre? C'est une réalité pour les téléspectateurs qui nous regardent. Au minimum, d'accord? Au minimum. Le minimum, c'est-à-dire le minimum. Le minimum supportable dans une société. C'est-à-dire 8-10% de chômage le temps que les gens changent d'emploi. C'est ça en réalité le chômage minimum. En 5 ans. Mais je ne sais pas si j'arriverai à le faire en 5 ans. Et je ne suis pas une politicienne comme les autres. Moi, je ne suis pas là pour venir vous vendre de la salade. Je suis là pour vous porter une espérance et vous dire comment cette espérance va se concrétiser. Je suis là pour vous dire, je tiens compte de ce qui a été fait, de ce qui a été fait de bien, et notamment de bien et qu'on a abandonné. Les dispositifs de défiscalisation, les dispositifs de baisse des charges, oui, c'est nécessaire pour l'outre-mer. Oui, c'est vrai que les dispositifs Ponce, Perben, Girardin, il faut à nouveau les mettre en œuvre parce que les économies contraintes, qui sont celles de territoires contraints que sont les îles, nécessitent que l'on en passe par ces aides qui sont des aides directes aussi à la création des entreprises, à leur pérennité et donc à l'emploi. Le développement d'une politique d'apprentissage est une obligation. C'est une obligation nationale, c'est aussi une obligation en Outre-mer pour permettre à ces jeunes de pouvoir apprendre un métier et pouvoir après en vivre, se constituer un patrimoine, avoir une famille et vivre décemment, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Mais tout ça nécessite encore une fois de la volonté et ça passe par le recentrage de l'outre-mer au centre de cette politique stratégique. Oui, d'ailleurs, je suggère à ceux qui nous écoutent d'aller le regarder, d'aller le lire sur mon site internet Marine 2017, parce qu'ils verront qu'il est en même temps complet et je crois parfaitement réaliste. Les thématiques sont nombreuses. Il nous faut donc du temps pour évoquer ces thématiques. Je vous demanderai donc de faire des réponses si possible plus courtes pour qu'on parle d'un maximum de choses. Toujours pour lutter contre le chômage, lutter pour l'emploi des Français, des Réunionnais, des Ultramarins d'une manière générale. Vous optez pour la préférence nationale et la préférence régionale. C'est dans votre programme. Concrètement, comment est-ce que vous l'appliquez? Oui, je considère qu'à compétence égale, dans un territoire où on ne peut pas dire aux jeunes, si tu ne trouves pas d'emploi à La Réunion, tu n'as qu'à donc aller en chercher en Alsace, il y a une priorité d'accès à l'emploi. Et de manière générale en France, je pense que les Français en France doivent être les premiers servis. Et je vais vous donner un exemple. J'ai trop vu des jeunes ultramarins arriver pour faire des études à Paris et se retrouver sur les parkings à dormir dans une voiture ou chez des amis parce qu'on leur disait on peut pas, la résidence universitaire, il y a plus de place pour vous. Je trouve que c'est je trouve dans l'Hexagone. Non mais je trouve en l'occurrence que mais écoutez madame, je suis pas là pour faire un quiz. Excusez-moi, vous êtes gentil, vous êtes gentil. Vous êtes vous êtes gentil mais moi je suis pas là pour faire un quiz. Je suis en train de vous dire au sérieux, nous voulons voir ce qu'il y a dans votre programme. Vous parlez Madame Le Pen, permettez-moi de vous poser une question s'il vous plaît. Madame, moi ce que je voudrais vous dire, vous parlez des ultramarins dans l'Hexagone. Je vous demande simplement combien sont-ils? Non mais excusez-moi, moi je ne fais pas de catégorisation. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas une candidate communautariste qui coupe les gens en fonction de leur origine, de tel ou tel territoire. Moi, je ne fais pas ça. Mais vous parlez de préférence régionale. Alors, je vous pose la question, puisque vous ne souhaitez pas me donner ce chiffre. Mais vous êtes tous sur le même mode ou pas dans les médias? Parce que depuis hier, c'est honnêtement pénible. Permettez-moi juste de dire une chose. C'est une question des jeux et des réponses, Marine Le Pen. Oui, vous voulez des réponses, mais vous parlez plus longtemps que moi. Donc, je pense que ce qui vous intéresse plus, c'est les questions que vous posez plutôt que les réponses que je donne. Vos réponses m'intéressent, je vous pose des questions. Donc, vous m'avez posé une question sur l'agriculture. Dans l'Hexagone, Marine Le Pen, puisque vous optez pour, vous misez sur la préférence régionale. Les Réunionnais qui se trouvent en Île-de-France et qui ne trouvent pas de travail en Île-de-France. Ils sont français, madame. Avec la préférence régionale. Mais madame, que va-t-il se passer pour eux? Mais madame, ils sont français. Oui, mais vous dites préférence nationale et préférence régionale. Non, la préférence régionale, c'est dans la région. La préférence nationale, c'est dans tout le territoire français. Ça veut dire qu'un jeune réunionnais, parce qu'il est français, à compétence égale, eh bien, se verra plutôt attribuer le logement ou l'emploi par rapport à un étranger. C'est extrêmement clair ce que je dis. De la même manière, je considère que les productions nationales et les productions
ultramarines doivent faire l'objet d'un accès privilégié au marché et être protégées de la concurrence internationale déloyale qui fait tant de mal aux agriculteurs que vous avez pu voir tout à l'heure puisque vous l'avez interrogé. C'est cela le patriotisme économique que je porte. Je veux dire que l'on soit chez soi premier servi. Est-ce que c'est objectivement choquant? Moi, je ne trouve pas. Je pense que c'est naturel, que c'est une politique de bon sens et que nos compatriotes d'outre-mer auront beaucoup de bénéfices à pouvoir bénéficier de ce patriotisme économique et en l'occurrence de cette priorité nationale. Alors on s'intéresse toujours à votre programme. Vous dites préférence nationale aussi pour le logement, préférence nationale pour les allocations familiales. Vous écrivez aussi que vous allez mettre en place une lutte réelle contre les mariages blancs. Lutte réelle comment, Marine Le Pen? Bon, vous avez vu ça dans mon projet sur l'outre-mer. Le meilleur moyen de lutter contre les mariages blancs, c'est de se rendre compte, c'est évidemment de mettre en place les contrôles pour vérifier si les gens ne se marient pas uniquement pour obtenir la nationalité française. Ça fait partie d'un tout, madame. Moi, je veux supprimer le droit du sol. Je veux supprimer l'intégralité des aides sociales qui sont accordées aux clandestins. Je pense que tout ça, ce sont des incitations à venir sur notre territoire alors qu'on n'y est pas invité et à s'y maintenir. Et c'est évidemment au détriment de nos compatriotes. Quand, encore une fois, on donne 2500 € aux clandestins pour rentrer chez eux, vous croyez pas que ces 2500 €, un certain nombre de nos compatriotes qui sont dans la misère en auraient tout de même besoin? C'est une vision globale. Oui, il y a des mariages blancs, on le sait bien, tout le monde le sait, des gens qui acceptent de se marier en contrepartie pour de l'obtention pour leur conjoint uniquement de la nationalité. Je pense que l'État régalien doit jouer son rôle. L'État doit être aussi un État qui contrôle, parce que ça doit être un État qui protège. Comme nous devons protéger nos domaines maritimes, nous devons aussi protéger notre nationalité, parce que la nationalité est un bien qui appartient à chaque Français et qu'on ne peut pas brader ou qu'on ne peut pas laisser dévoyer. Alors pour protéger la nationalité, vous dites vouloir supprimer les doubles nationalités, sauf les doubles nationalités avec des pays de l'Union européenne. Oui. Que dites-vous à Mariani, par exemple, qui nous regarde peut-être ce soir, qui est franco-mauricienne, ou à sa copine Patricia, qui est franco-malgache? Je lui dis qu'il faut choisir. Voilà, je veux dire, nous ne serions pas le seul pays d'ailleurs à demander ce choix. L'Allemagne également effectue cette demande. Je pense qu'il faut choisir. On peut très bien d'ailleurs vivre en étant étranger en France, madame, à partir du moment où on respecte les règles et où on n'attend pas que l'on subvienne intégralement à vos besoins. Donc, on peut rester étranger en France, mais je pense que on doit pouvoir n'avoir qu'une seule nationalité. Faire ce choix, c'est aussi un signe d'attachement à la nation à laquelle vous souhaitez appartenir. Vous irez, après ce déplacement à La Réunion, vous irez à Mayotte. Mayotte qui fait face à un réel problème d'immigration clandestine. Comment comptez-vous faire pour gérer, maîtriser ces entrées illégales sur le sol de Mayotte? Quelle sera votre politique, votre stratégie? D'abord, je vous dis, supprimer tout ce qui fait venir les clandestins. Qu'est-ce qui fait venir les clandestins? C'est l'espérance d'être régularisé. À peu près 1 sur 2 est régularisé. Et quand ils sont régularisés, 1 sur 2 est naturalisé. Bon, cet espoir-là, il est irrépressible. Donc il faut lancer un signal très clair. Si vous êtes clandestin, vous ne serez jamais régularisé. Nous supprimerons cette possibilité de la loi. C'est aussi clair que ça. Il n'y aura pas de droit du sol, il n'y aura pas de prise en charge, il n'y aura pas d'aide médicale d'État, il n'y aura pas de scolarisation des enfants. Et nous renverrons chez eux les clandestins qui sont sur le territoire. Parce qu'on ne peut pas accepter que les Mahorais subissent le chaos dans lequel le désengagement de l'État dans ses obligations régaliennes a plongé aujourd'hui Mayotte. Je vous signale que c'est un chaos dont à un moment donné, et ça commence déjà, La Réunion va commencer à subir les conséquences, parce que beaucoup de Mahorais se rendent bien compte que la vie n'est plus tenable, qu'ils ne peuvent plus se projeter dans une activité économique quelle qu'elle soit à Mayotte, et donc ils ont tendance à venir à La Réunion se réfugier. Et les Mahorais n'auraient pas de place à La Réunion? C'est pas ce que je dis, c'est que je dis qu'à un moment donné, on déséquilibre par domino, si vous voulez, des territoires entiers, tout simplement parce que l'État n'est pas capable de faire preuve d'autorité et de fermeté dans, pourtant, l'application de la loi française. On revient sur l'économie, Madame Le Pen. Vous avez beaucoup parlé des difficultés des agriculteurs réunionnais. Vous dites que l'Europe fait du mal à nos agriculteurs, qu'elle les abandonne avec la fin des quotas sucriers. Pourrez-vous, avec votre politique, remplacer les millions d'euros injectés par l'Europe dans l'agriculture réunionnaise? Ce sont nos millions.
à nous, Français. Ils sortent de notre poche, la mienne, la vôtre. Vous voyez, en réalité, c'est pas de l'argent qui vient de l'Union européenne, c'est de l'argent qui transite par l'Union européenne, mais qui vient de la France. Donc oui, bien sûr, et mieux même, puisque sur 21 milliards que nous livrons chaque année à l'Union européenne, elle ne nous en rend que 13. Toutes aides comprises, pas comprises, etc. Donc oui, nous le ferons mieux. Le sucre de canne sera par exemple en compétition avec le sucre de betterave. Vous pouvez vous engager à soutenir autant l'un que l'autre, à donner autant aux ceux qui vivent du sucre à La Réunion que ceux qui vivent du sucre ailleurs. Toutes les productions française, parce que je crois que c'est le rôle stratégique d'un État que de s'assurer de notre indépendance alimentaire. Aujourd'hui, les produits avec lesquels sont en confrontation nos agriculteurs sont des produits qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes normes que les nôtres. Donc moi, je vous dis une règle claire et de bon sens. On ne peut pas importer en France des produits qu'on n'a pas le droit de produire en France. Voilà, c'est aussi simple que cela. Sur l'Europe. On ne peut pas demander... on est en plein dans l'Europe. Sur l'Europe, Madame Le Pen. On est en plein dans l'Europe. Oui, je vous pose une autre question. Justement, sur l'Europe, vous annoncez un référendum 6 mois après. On va imaginer justement cet autre scénario. Vous êtes au second tour de la présidentielle. Vous êtes élue présidente de la République. Je vois que ça vous fait sourire. Vous imaginez un référendum pour demander la sortie de la France de l'Union européenne? Oui. Ce qui voudrait dire un retour au franc? Entre autres, oui. Mais entre-temps, je vais aller négocier... Ce qui se fera sans douleur. Non mais madame, entre-temps, je vais aller négocier avec l'Union européenne en leur disant, nous voulons récupérer 4 souverainetés, territoriale, économique, monétaire et législative. Si elle accepte, on peut rester dans cette Europe. Si elle n'accepte pas, alors il faut en sortir. Parce que l'euro, je pense que tous nos compatriotes savent les conséquences que ça a eu sur le pouvoir d'achat. Que toutes les entreprises se rendent compte de la perte de compétitivité que représente une monnaie que l'on ne peut pas adapter à notre économie par rapport à leurs concurrents. Donc oui, aujourd'hui, l'euro... Aujourd'hui, ce ne sera pas un retour au franc, parce que c'est pas l'ancien franc. Ce sera la création d'une monnaie nationale sur laquelle nous avons le levier, exactement d'ailleurs comme la Grande-Bretagne, qui n'a jamais voulu rentrer dans l'euro, et elle a bien fait, et elle n'était pas la seule, et elle ne l'a jamais regretté de ne pas être entrée dans l'euro, car tous les pays de la zone euro sont dans une situation économique beaucoup plus difficile que les pays d'Europe qui ont conservé leur monnaie nationale. Marine Le Pen qui est avec nous sur ce plateau. Madame Le Pen, certains parlent de campagne de dédiabolisation du Front National. Comment pourriez-vous convaincre ceux qui demandent à être convaincus que vous êtes quelqu'un d'autre, que vous êtes autre chose, que vous avez une autre façon de penser que votre père qui a traité les Réunionnais dans le passé de peuples non civilisés? Vous-même avez parlé de manifestants réunionnais qui avaient fumé 200 pétards et qui en étaient à 3 litres de rhum. Oui. Quelle est l'image que vous avez de la Réunion et des Réunionnais? Madame, je crois que c'est vous qui insultez les Réunionnais. Vous voyez, en faisant cet amalgame. Parce que moi, je ne mélange pas les Réunionnais avec les quelques communistes qui, à l'époque, étaient venus manifester avec des pancartes du Front de gauche. Et je vais vous dire une chose. Non, mais si vous avez envie de faire un amalgame entre ceux-là et les Réunionnais, vous en assumez la responsabilité. Mais moi, croyez-moi, je fais tout à fait la différence entre les deux. Et je vais vous dire en quoi nous sommes profondément démocrates. Nous, au Front National, nous n'avons jamais empêché quelqu'un de parler. Nous n'avons jamais fait une manifestation violente contre un de nos opposants politiques. Nous n'avons jamais manifesté à un aéroport pour empêcher qui que ce soit de n'importe quel autre parti politique d'atterrir où que ce soit en France. Donc en réalité, les vrais démocrates, c'est nous. Si vous voulez, on n'empêche pas les autres de parler parce que la démocratie, c'est permettre à tout le monde de parler. Et vous serez heureuse d'apprendre très certainement que les choses se sont beaucoup améliorées et que, vous voyez, nous étions au tampon ce matin, nous étions hier au temple et que ça s'est extrêmement bien passé. Oh, il y a quelques étudiants qui sont de sortie, mais ça n'a plus rien à voir avec cette espèce d'ultra-violence auquel nous étions confrontés. Je pense que les Réunionnais sont heureux de cette normalisation. Et moi, qu'ils sachent bien, surtout qu'ils sachent bien que je ne les confonds pas en aucune façon avec les quelques-uns qui croient pouvoir agir par la violence. Marine Le Pen, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.